Madame, Monsieur, bonsoir. À la veille de sa 15e réunion à Bruxelles, plein phare ce soir sur le Conseil d'association Maroc-Union européenne en pleine redistribution des cartes du commerce mondial. Ce qui se joue demain à Bruxelles est une rencontre stratégique à plusieurs égards au moment où les équilibres mondiaux se redessinent. Alors, Maroc-Union européenne, c'est un partenariat ancien, économique d'abord, et aujourd'hui on compte pas moins de 60 milliards d'euros d'échanges entre les deux rives de la Méditerranée et près de 60% du commerce marocain est tourné vers l'UE et des chaînes de valeur aussi partagées. Quand bien même que les parties ne se situent plus dans la même configuration qu'il y a 10 ou 20 ans, mais cette interdépendance économique cohabite avec certaines pressions. Le Parlement européen s'impose aujourd'hui comme un nouvel arbitre et la question du Sahara marocain continue de peser sur le débat, parfois bien au-delà du terrain juridique. Dans ce contexte, la présence demain de notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita, à Bruxelles n'est pas anodine. Elle traduit une diplomatie marocaine qui assume désormais tous les leviers. Levier institutionnel, levier politique, levier économique et même celui de l'influence. La question n'est donc plus de savoir si le Maroc et l'Union européenne ont besoin l'un de l'autre, mais surtout comment passer d'un partenariat économiquement indispensable à une relation politiquement stable et juridiquement sécurisée. Car pendant que Rabat et Bruxelles se retrouvent pour leur conseil d'association, une autre page se tourne à l'échelle globale. Cet accord historique, accord de libre-échange entre l'UE et l'Inde, et surtout cette question qu'on peut se poser légitime, comment le Maroc peut transformer son intégration actuelle avec l'UE en un avantage durable, y compris face aux nouvelles dynamiques commerciales comme cet accord UE-Inde. Et pour le débat ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de questions d'actu le vice-président de la Chambre des représentants, également membre du comité exécutif du parti de l'Istiqlal et surtout membre de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, Abdelmajid Fassifi. Bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il est entrepreneur, il est aussi conseiller stratégique, président du groupe Almo. Ali Moutaïb, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. Merci. Partagez le plaisir et aussi me réjouis d'accueillir depuis Paris mon confrère éditorialiste et analyste politique Mustapha Tossa. Bonsoir. Bonsoir. Alors Mustapha Tossa, on va commencer par d'abord contextualiser comment cette Union européenne hiérarchise aujourd'hui ses partenariats stratégiques. Alors il faut dire que, et c'est très important pour cette réunion, il faut dire qu'elle se tient dans un contexte extrêmement particulier. D'abord, elle se tient à la veille, ou au lendemain plutôt, d'une résolution des Nations Unies qui a consacré la solution de l'autonomie comme unique solution exclusive pour la question du Sahara. Donc ce positionnement des Nations Unies va avoir forcément un impact sur le mood général dans lequel cette réunion entre le Maroc et l'Union européenne s'organise. Ça, c'est le paramètre, j'allais dire, le plafond politique. Il y a aussi un contexte économique international extrêmement important. Cette réunion intervient dans un moment extrêmement vital et sensible pour l'Union européenne. Elle est challengée par l'administration de Donald Trump avec sa guerre économique, avec ses défis politiques, et elle se retrouve en train de réfléchir à des alternatives économiques pour ces entreprises, pour ces produits, mettant en considération que le marché américain peut à n'importe quel moment se fermer à cause des décisions de Donald Trump. Donc d'où ce qui a été signé avec l'Inde, d'où cette dynamique qui a été lancée ou relancée sur le Mercosur. Donc pour l'Union européenne, le rapport avec le Maroc qui occupe une place stratégique dans l'échiquier régional devient de plus en plus important et de plus en plus intéressant et vital à traiter et à consolider. Donc moi je crois que cette réunion va avoir énormément de signaux politiques et économiques. Comme vous l'avez dit, Khadija, l'intérêt aujourd'hui ou l'enjeu aujourd'hui, c'est de sécuriser cette relation stratégique entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Et je crois que énormément de messages vont sortir de cette réunion pour justement sécuriser, sanctionner
sanctuariser plutôt cette relation et envoyer des messages à toutes les forces qui veulent un petit peu la polluer ou qui veulent la déranger ou la disturber pour justement la rendre encore plus sûre dans le contexte économique international que nous vivons. Alors, il s'agit effectivement de cet aspect de sécurisation juridique et, Ali Moutaïb, de prévisibilité. Donc, l'enjeu n'est pas seulement économique aujourd'hui dans ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. Tout à fait, vous l'avez bien souligné, c'est aussi une question d'anticipation. Mon collègue, monsieur le professeur Tossa, l'a bien précisé. Il y a un contexte et un diagnostic. Là, on parle par rapport à l'Union européenne, qui est un peu prise aujourd'hui entre deux étaux. Une sorte d'instabilité en termes de diplomatie avec le partenaire américain, où il y a un rapport de force très frontal cette fois-ci sur différents sujets, notamment sur les grands sujets stratégiques. Et il y a la Russie aussi sur le front de guerre ukrainien, qui est assez proche. Donc l'Union européenne aujourd'hui cherche un peu en anticipation à trouver de nouveaux partenaires. Il y a un autre front également en termes de sécurité économique, et là c'est le front chinois, qui justement, la Chine ayant pris un avantage très important au niveau industriel, est en train d'inonder le marché européen avec ses produits beaucoup plus compétitifs et même beaucoup plus innovants en termes de technologie. Et donc important aujourd'hui de s'appuyer sur des piliers stables. Donc il y a aujourd'hui cette fameuse, effectivement, ces échanges et cette commission qui va avoir lieu. Et donc, un des, justement, piliers de stabilité, en tout cas au sud de la Méditerranée en Afrique, c'est le Maroc. Pourquoi ? Quels sont les avantages géopolitiques spécifiques aux yeux de l'UE pour le Maroc ? Aux yeux de l'UE, en fait, de manière bilatérale, hein, enfin, on va dire entre les deux parties, en tout cas. Oui. Depuis plusieurs années, il y a une certaine forme de stabilité tout d'abord sur le plan économique. Aujourd'hui, l'Union européenne est le premier marché d'exportation du Maroc et par rapport aux questions d'échanges commerciaux, même si il y aurait quelques points à relever. J'espère que notre diplomatie aura, ou notre diplomatie parlementaire aura l'occasion... Nos diplomaties auront l'occasion de pointer, justement, c'est peut-être le bon moment pour pointer quelques améliorations par rapport à ces échanges économiques. Mais il y a la question aussi de s'appuyer sur un partenaire stable, notamment sur le front sécuritaire et sur la question migratoire qui est très importante pour l'Union européenne. Donc c'est un partenaire stable depuis plusieurs années, au moins il y a des canaux d'échange. On sait qu'il y a eu quand même quelques tensions et couacs, notamment sur notre question, la question de notre souveraineté nationale, de notre souveraineté territoriale par rapport au dossier du Sahara et sur la question, les résolutions de la CJUE. Il s'agirait aujourd'hui, ce qui est intéressant, comme ça a été souligné, de voir à l'aube justement de cette nouvelle résolution des Nations Unies 2797, dans quelle dynamique va s'inscrire justement cet acte de coopération entre le Maroc et l'Union européenne, notamment du fait que l'Europe aujourd'hui, se retrouvant en étau, doit s'appuyer, a besoin de stabilité. On va dire que par rapport aux partenaires américains, je pense qu'ils sont assez essoufflés par justement cette instabilité diplomatique, tant sur le front économique ou diplomatique, avec les décrets présidentiels. Et même sécuritaire, parce que là, on est en train de parler aussi de l'avenir de l'OTAN. Tout à fait. Tout à fait. Donc, chercher, même justement, bien entendu, il y a des différences d'échelle, mais chercher justement des partenariats stables un peu partout, et justement avoir un partenaire historique comme le Maroc, est aussi important du côté de l'Union européenne, mais aussi de notre côté aussi par rapport à la défense de nos intérêts. Vous faites très bien de souligner qu'il y ait cette différenciation d'échelle. C'est important, parce que le Maroc ne va pas remplacer les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique, bien entendu. Peut-être l'Inde, bon, on y vient plus tard, mais une question centrale. Comment le Maroc a-t-il changé d'image politique en Europe ces dernières années ? Cette question vous sera également adressée, mais j'aimerais bien avoir d'abord sur vraiment le spectre purement géopolitique et géostratégique à Ali Moutaïb. Comment le Maroc a pu changer son image vis-à-vis des Européens ? Je pense qu'il y a une question depuis plusieurs années, pas seulement vis-à-vis des Européens, mais même au niveau multipolaire, vis-à-vis des Européens principalement, mais aussi, je pense à la Chine, à l'Inde, on va en parler, ou à la Russie ou même aux États-Unis. Je pense qu'il y a une question de posture également, par rapport à notre diplomatie et par rapport au niveau géopolitique. Il y a une posture totalement de sérieux et de fiabilité par rapport à nos projets d'investissement, par rapport au déroulement de la vision de Sa Majesté le Roi à travers différents chantiers au niveau des infrastructures, aussi par rapport à notre coopération, notre projection sur le continent et la coopération sud-sud. Le Maroc est devenu
un partenaire incontournable et une porte d'entrée, un pont justement entre ces différents mondes, notamment par rapport au développement justement diplomatique et économique sur le continent. Il y a la question également sécuritaire. Le Maroc est un partenaire fiable au niveau international en termes de partage de renseignements, en termes justement de sécurisation. Et puis, cela se traduit de manière concrète sur le terrain. On vient d'en parler, l'organisation de tournois justement internationaux de la CAN de manière impeccable, l'organisation future de la Coupe du Monde, la coopération bilatérale, l'organisation de plus grand exercice militaire justement avec les États-Unis d'Amérique sur le territoire. Il y a, j'ai envie de dire, depuis plusieurs années, un changement de posture, du sérieux justement par rapport à notre diplomatie, par rapport à nos grands projets. Et quand on parle de changement de posture aussi, on va dire, on ne va pas utiliser le terme, on va dire une action, on va dire une diplomatie d'influence un peu plus offensive également par rapport au traitement de nos différents dossiers, et notamment la question, notre question nationale. Et cela s'est traduit par justement cette victoire diplomatique le vote de la résolution 2797 tout récemment. Et voilà, pour arriver justement à ce résultat-là, c'est cette projection notamment d'influence, de sérieux par rapport à de multiples partenaires qui se traduit aujourd'hui par ce nouveau dialogue avec l'Union européenne, par plus d'investissements de la part de la Chine, par plus de coopération avec les États-Unis d'Amérique, en tout cas par rapport à notre région, par rapport à la zone où se trouve le Maroc. Je pense qu'il n'y a pas de partenaire beaucoup plus fiable, solide et on va dire et sérieux que le Royaume par rapport à ses différents partenaires. Effectivement, là. Et ce n'est pas le Maroc d'il y a 10 ou d'il y a 20 ans. Et c'est d'ailleurs aussi un élément à prendre en considération à la veille de cette 15e réunion de la commission mixte Maroc-UE. Abdelmejid El-Fassi, est-ce qu'aujourd'hui, c'est... Bon, je pense que c'est une certitude aujourd'hui que la diplomatie d'influence est incontournable pour exister à Bruxelles. Comment s'organise-t-elle du côté marocain, cette diplomatie parlementaire, et comment ce rapprochement s'opère-t-il au niveau des élus des nations européennes et leurs confrères ici au Maroc? Alors il faut aborder cette question de diplomatie parlementaire avec lucidité. Le Parlement européen est une institution centrale de tout le système européen, doté d'une légitimité évidemment, puisque les députés sont élus. Et donc, il est tout à fait normal que ce Parlement européen s'exprime sur les grands enjeux internationaux. Cependant, force est de constater que certaines de ces prises de position récentes ont créé des tensions politiques inutiles et parfois une forme de décalage avec même la réalité stratégique du partenariat Maroc-Union européenne. Donc d'une part, on observe que le Parlement européen est souvent le lieu où s'expriment les logiques idéologiques, partisanes ou militantes. Et ça, je peux vous le dire parce qu'en tant que membre de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, on a eu l'occasion de vivre ce genre de choses. D'autre part, il existe aussi une dissonance institutionnelle qui est très intéressante entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Mais le Parlement reste le principal point de fragilité du partenariat Maroc-UE, vous en conviendrez, Monsieur El-Fassi. D'accord, juste je termine mon propos. Je voulais juste souligner cela, parce que vous avez évoqué justement ces incidents, on peut les appeler ainsi, ces incidents diplomatiques au niveau du Parlement européen. Alors, on a l'exécutif européen et les États membres qui reconnaissent de plus en plus le caractère stratégique du partenariat avec le Maroc. Et le Parlement adopte parfois des positions qui fragilisent cette dynamique. C'est ça. Et c'est ça le problème. Alors, est-ce qu'on peut parler pour autant de blocage de la part du Parlement européen? Je ne le crois pas. Et c'est là, en fait, que la diplomatie parlementaire s'inscrit. Le Parlement européen est un acteur exigeant, qui est parfois mal informé, qui est parfois même instrumentalisé. Pourquoi il est mal informé? Est-ce que ce n'est pas aussi le travail de nos parlementaires de faire excusez le terme, de faire le boulot et de vulgariser davantage, d'expliquer davantage, notamment, et la question centrale, c'est la question de notre intégrité territoriale. C'est justement ce que fait la diplomatie parlementaire. Pas suffisamment peut-être? Elle met en place un dialogue, oui. Elle explique, elle rétablit les faits, elle crée des passerelles,
elle déconstruit les préjugés et elle inscrit le débat dans une logique de respect mutuel. Ce n'est pas facile, mais la diplomatie parlementaire est totalement engagée dans ça. Et donc, Quels sont le genre d'actions pour que aussi nos téléspectateurs aient une idée beaucoup plus concrète des actions de nos parlementaires pour défendre nos intérêts nationaux avec à leur tête notre cause nationale, la défense de notre intégrité territoriale? Alors, la commission parlementaire mixte marocaine européenne dans laquelle je suis membre a des prérogatives et des objectifs bien précis. Nous avons des binômes avec nos collègues européens sur des thématiques bien précises. Énergie, croissance, économie, politique de voisinage, migration, etc. Et donc, nous nous rassemblons une fois par an dans une réunion centrale, une fois à Bruxelles, une fois à Rabat, afin de mettre en avant les outcomes de toutes ces réunions avec des propositions précises. Et l'avantage ou la valeur ajoutée de cette commission, contrairement à beaucoup d'autres commissions qui existent, c'est que cette commission parlementaire mixte est capable de légiférer. Et donc, en fait, on peut faire passer les différentes décisions que l'on prend en séance plénière, en session plénière au Parlement, pour qu'il y ait un vote de la part des députés européens et leurs homologues marocains. Et ces propositions peuvent devenir des lois. Et c'est ça qui est très important avec cette commission parlementaire mixte, c'est cette capacité de légiférer. Donc, elle a un rôle qui est très, très spécifique. C'était en janvier, vous vous rappelez, le Parlement européen avait voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice et c'est passé à un vote près. C'est juste pour... par rapport à Aslam Stafatossa, comment la dynamique est-elle en train de changer en faveur du Maroc au sein des institutions, différentes institutions européennes, que ce soit pour la Commission, eux aussi pour ce Parlement européen, qui, on va le dire, qui reste extrêmement tiraillé, je pèse mes mots, par rapport à ce partenariat avec le Maroc, parce qu'il y a un très fort lobbyisme aussi anti-Maroc au sein de ce Parlement européen. C'est ce que j'allais évoquer, Khadija, c'est que quand un de vos invités avait parlé d'une forme de dissonance entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen, c'est tout à fait normal puisque le Parlement européen est l'institution la plus facilement pénétrable et infiltrable par les forces qui font du lobbying pour les séparatistes du Polisario. Le Parlement, c'est un ensemble de députés européens qui ont été élus au suffrage universel et qui font partie et qui reflètent la carte politique variée et multiple de l'Europe. Et il est facile pour un pays qui veut porter atteinte aux intérêts du Maroc d'aller embrigader, payer, manipuler des députés pour leur faire porter un message hostile au Maroc. Ils y arrivent parfois, mais pour le moment, on en est à uniquement faire du bruit. C'est-à-dire que ça ne change pas l'influence de ces groupes au sein du Parlement européen, ne change ni le positionnement de l'Union en tant que tel, ni le positionnement des pays membres qui ont déjà reconnu la marocanité du Sahara. Maintenant, Khadija, avec toutes les données qui ont été détaillées par vos invités, il y a un enjeu majeur qui attend la diplomatie marocaine, au-delà de séduire ou d'expliquer ou de faire de la pédagogie pour les parlementaires européens. Il y a un enjeu majeur qui attend la diplomatie marocaine, c'est comment faire pour arracher une position commune des 27 qui reconnaît de manière claire et de manière directe la marocanité du Sahara. Ça, c'est un enjeu majeur et je crois que ce conseil d'association qui se tient avec M. Borita et les responsables européens va participer à fabriquer, à construire cette démarche qui va forcément aboutir un jour ou l'autre à la réunion des 27 et à la reconnaissance de la marocanité du Sahara pour qu'on puisse, sur le plan européen, fermer la porte définitivement à toutes les forces hostiles qui essayent de pénétrer ou de manipuler ou de faire du bruit pour salir, pour polluer cette relation précieuse entre l'Union
européenne et le Royaume du Maroc. Donc il y a un enjeu politique majeur extrêmement important. Et en parlant de diplomatie parlementaire, il y a aujourd'hui en visite au Maroc deux grandes personnalités parlementaires françaises que sont la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet et le patron du Sénat Gérard Larcher. Donc pour développer davantage cette diplomatie parlementaire, il faut aussi faire un focus sur ces parlementaires les plus hostiles, les moins incompréhensibles avec le Maroc, pas forcément de manière officielle, mais de manière que ce soit par le Parlement marocain, par le Sénat, par les partis politiques marocains. Et par notre nouvel ambassadeur aussi là-bas, il faut le rappeler. Hein, nous avons un nouvel ambassadeur aujourd'hui à Bruxelles, en la personne d'un homme politique marocain, ancien président du Conseil économique, social et environnemental, ancien ministre, en la personne de Ahmed Reda Chami. Donc je pense aussi que c'est un atout majeur pour la diplomatie d'influence au sein de Bruxelles, ou à Bruxelles plutôt. Oui, c'est un atout majeur, mais le plus important, c'est vrai qu'un parlementaire anti-marocain au sein du Parlement européen va faire forcément beaucoup plus de bruit que quelqu'un qui est pro-marocain dans une institution européenne. C'est sûr que le bruit est fait par ces lobbyistes. Mais je répète mon idée qui est pour moi essentielle et qui est pour moi l'enjeu qu'affronte la relation entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Il faut que la diplomatie marocaine parvienne à arracher cette reconnaissance des 27. Et pour cela, la diplomatie marocaine peut compter sur ses amis influents au sein de cette Union européenne, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande, autant de pays qui peuvent demain... L'Italie, pas trop sûr pour le moment, à moins que vous ayez un scoop pour nous, Mustapha Tossa. Je ne sais pas pourquoi vous incluez l'Italie dans les pays... aux côtés de la France qui reconnaît la marocanité du Sahara, l'Espagne qui soutient le plan d'autonomie, l'Allemagne aussi, le Pays-Bas. Bon, en tout cas, la liste s'allonge de jour en jour. Je n'ai pas cité l'Italie à dessein, mais ça ne veut pas dire que l'Italie, même si elle entretient d'excellentes relations avec le régime algérien, ça ne veut pas dire qu'elle opte pour une hostilité permanente à l'égard ou atavique à l'égard du Maroc. Peut-être qu'il réfléchirait à un alignement aussi en soutien à la résolution du Conseil de sécurité, ne serait-ce que cela. Oui, mais moi j'ai cité les pays européens qui ont un intérêt immédiat, majeur, à ce que ce conflit du Sahara puisse définitivement être clos et qu'on n'en parle plus et qu'on passe à autre chose. Et ces pays-là, que j'ai cités sans forcément parler de l'Italie, peuvent très bien participer à fabriquer, à produire ce positionnement des 27. Et moi, je crois que ce positionnement des 27 est beaucoup plus facile maintenant, au lendemain de la résolution des Nations Unies, qu'auparavant, parce que la légalité internationale est là. Le plan de l'autonomie est exclusif et unique solution pour sortir de cette crise du Sahara. Il ne reste à l'Union européenne en tant qu'institution qu'à procéder à un exercice de clarification pour qu'on puisse clore définitivement cette crise. On l'a compris, le Parlement européen monte en puissance et je pense que Mustapha Tossa vous a tendu la perche, Benjid Fassi, dans le sens où est-ce que vous avez un plan d'action, notamment après cette résolution 2797 du 31 octobre dernier, pour justement faire davantage d'actions en faveur ou envers les parlementaires européens afin qu'ils puissent s'aligner sur cette nouvelle, j'ai envie de dire, ce nouveau positionnement du Maroc par rapport à cette question du Sahara? Écoutez, le Parlement marocain travaille déjà de manière permanente sur ces sujets. Moi, je viens de rentrer d'une visite de travail en Norvège, où on a rencontré des membres du Parlement norvégien et on sait à quel point les pays scandinaves sont une cible qui est très importante et avec lesquels il faut continuellement discuter afin de les faire rejoindre la position
marocaine. Donc, il ne reste que la Norvège d'ailleurs. La Suède, c'était la semaine dernière. Le Danemark, c'était l'été dernier. La Finlande a été première d'ailleurs, le premier pays à s'aligner sur la position marocaine vis-à-vis de la question du Sahara. Donc, je pense que le Danemark aussi, peut-être qu'avec le travail que vous faites en tant que parlementaire, en tant que diplomatie parlementaire, pourra porter ses fruits. J'espère. Inch'Allah. Et donc le Parlement est en permanence en train de faire ce travail. Et d'ailleurs, M. Tossah l'a dit, demain, il y a une réunion de grande importance avec les deux présidents du Parlement français, de l'équivalent de la Chambre des représentants, l'Assemblée nationale et du Sénat. Oui. Donc voilà, le Parlement va continuer à faire ce qu'il fait et je suis sûr qu'en parallèle avec la diplomatie officielle, aussi avec toutes les autres diplomaties qui sont essentielles, la diplomatie culturelle, la diplomatie sportive, la diplomatie populaire également. Chaque Marocain, chaque citoyen marocain, notamment nos Marocains résidant à l'étranger, sont des ambassadeurs de la cause nationale et eux aussi, à chaque fois qu'ils le peuvent, à chaque fois qu'ils ont l'opportunité, font un travail exceptionnel dans ce sens. Donc je pense que le Maroc est sur la bonne direction. Le Maroc est sur la bonne direction, mais il reste quand même aujourd'hui certains points qui risquent de fragiliser ce partenariat. Est-ce que le Maroc a suffisamment changé de posture vis-à-vis de l'UE pour faire comprendre cela à Ali Moutayeb ? Il y a différents fronts par rapport à cela. On vient de parler justement de notre question. Il y a une grille de lecture politique qui est majeure. Je pense qu'on n'est pas loin de conclure un dossier qui n'a que trop duré par rapport à notre question nationale. Et M. Tossah a raison, il est temps justement d'avoir une déclaration commune et qui est attendue de la part des 27. Je pense qu'on est assez proche parce que nous avons quand même le soutien des poids lourds, on va dire, de l'Union européenne, à savoir la France, l'Allemagne, mais aussi les pays proches comme l'Espagne et les autres que vous avez cités, mais aussi des poids, des membres dynamiques émergents, je pense à la Pologne et aux pays du groupe de Visegrad, la République tchèque, de la Hongrie et autres. Donc, et je pense que c'est aussi dans l'intérêt de l'Union européenne par rapport à la position des États-Unis d'Amérique, par rapport aussi, on va le dire, à la neutralité presque positive de la Russie par rapport à notre dossier, mais aussi par rapport aux autres partenaires, la Chine et autres, qu'elle s'aligne également par rapport à cette grille de lecture politique. Avant d'ouvrir le front, effectivement, clôturer également justement ce dossier vis-à-vis de l'Union européenne une bonne fois pour toutes et puis préparer aussi tous les aspects légaux par la suite en termes de droit international au vu de la nouvelle résolution pour ne plus avoir d'incidents, on va dire, si on peut les appeler comme ça, diplomatiques par rapport à la Cour européenne de justice et par rapport aux différentes justement entités de l'Union européenne, je pense ouvrira la porte à approfondir d'autres formes de partenariat qui existent déjà, tant au niveau sécuritaire, mais aussi sur la question, on va dire, si je peux conclure sur ça, sur la question économique qui, à mon sens, là où peut-être notre diplomatie économique pêche un peu, où on pourrait justement peut-être... Sans mauvais jeu de mots, avec la pêche. Exactement, vous m'avez compris, exactement, sans mauvais jeu de mots. Oui. Mais peut-être avoir une posture aussi un peu plus offensive sur certains dossiers économiques dans nos entreprises, notre écosystème, notre développement, aurait besoin et qui ont été un peu, on va dire... Je ne vais pas utiliser le terme sacrifié sur l'autel, mais on va dire qu'on a fait beaucoup de concessions. Pourquoi ? Parce que le Maroc est aujourd'hui un simple fournisseur ou est-ce que l'Europe voit vraiment, c'est pour ça que je disais, le changement de l'image du Maroc, là on a on a évoqué le volet politique, mais sur le volet économique, est-ce qu'on nous voit vraiment comme un partenaire industriel à part entière pour l'Europe ? On a quelques exemples de grands constructeurs français qui sont ici au Maroc et qui ont de grandes ambitions pour la co-construction, la co-industrialisation, mais de manière générale, est-ce qu'on reste quand même le fournisseur de l'Europe ? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure, surtout en termes d'échanges, ça reste déséquilibré entre les deux rives. Totalement. Néanmoins, effectivement, l'Union européenne, ça reste quand même notre premier marché, notamment à l'export, où il y a quand même beaucoup, même si nous avons un accord de libre-échange qui dure depuis longtemps, il y a quand même beaucoup de restrictions ou de formes de protectionnisme intelligent et caché, établi également par l'Union européenne, qui peut-être bride certaines entreprises. On va dire que le potentiel est beaucoup plus important. Est-ce que le protectionnisme est climatique ? Est-ce que le protectionnisme, par exemple les normes imposées par l'Europe, c'est une sorte de protectionnisme ? En quelque sorte. Par exemple, je vous donne un exemple. Même avant, par rapport à l'agroalimentaire, par rapport à certaines normes agricoles, le Maroc ne peut pas exporter de produits à base de lait, et il me semble, au sein de l'Union européenne.
Derrière, il y a des normes, on va dire, agroalimentaires, etc. Mais derrière, on protège aussi le marché pour les entreprises de Pologne, de Roumanie et autres, qui, elles, font partie des 27. Ce qui est un peu injuste par rapport aux accords qu'on a. Oui. Voilà, il y a la taxe carbone, c'est un sujet très important, mais je pense qu'il mériterait une émission à part entière. C'est un frein ou une opportunité pour l'économie marocaine, pour le coup, la taxe carbone? Il y a toujours des risques, mais il y a toujours des opportunités par rapport à ça. Oui, mais ça coûte de l'argent pour les entreprises marocaines Effectivement. pour n'émettre aucune... Ça peut se transformer en opportunité si on met à jour justement, où nos entreprises justement se préparent justement à faire face à cette rentrée, en tout cas, à cette mise en place de cette nouvelle norme. Ça peut être aussi une opportunité dans le sens où même, on a parlé tout à l'heure de l'accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union européenne et l'Inde, qui va encore plus peut-être créer de la pression sur certains pans de notre économie, je pense au textile notamment, peut créer des opportunités par rapport à notre industrie, à certaines formes de transformation, du fait que l'Inde sera, même s'ils ont un accord de libre-échange, sera pénalisée face à la taxe carbone par rapport aux différents échanges. Et ça peut créer des opportunités parce que nous sommes beaucoup plus proches et en termes de transport par rapport à nos partenaires européens. Après, voilà, on va rentrer si on rentre dans les détails techniques, il y a toujours des éléments à peser du pour et du contre, mais in fine, il y a toujours justement des risques à évaluer et des opportunités à développer dans ce sens. Justement, en parlant vous avez évoqué cet accord de libre-échange entre l'Inde et l'Union européenne, si c'est un des sujets phares de cette semaine, de l'actualité de cette semaine, très suivi d'ailleurs, et pour cause, parce que selon en tout cas ce qui a été déclaré, cet accord n'a été bouclé qu'après 20 ans de négociations. J'aimerais bien avoir un son de cloche de la France. Mustapha Tossa, comment les Français ont réagi à ce rapprochement inédit avec le géant indien? Alors, si c'est pour savoir est-ce que Monsieur Tout-le-Monde a réagi à cet accord UE-Inde, pour savoir un petit peu son impact, non. La presse. On n'a pas encore, le résultat et les conséquences dans la vie quotidienne des Européennes. Non, mais la presse européenne a réagi. Est-ce que la presse européenne applaudit? Est-ce qu'il y a une sorte quand même d'appréhension par rapport à l'industrie européenne, pour ne citer que cela, parce que l'accord couvre tellement de pans qu'on ne va pas tous les discuter. Mais est-ce que les Européens aujourd'hui, à travers leurs médias, leur presse, accueillent favorablement cet accord de libre-échange avec les Indiens? Justement, alors la tonalité éditoriale qui a couvert ou qui a accompagné l'annonce de cet accord montre plus que le fait que l'Union européenne était en quelque sorte acculée à signer un tel accord parce qu'elle se prépare à une alternative au cas où le marché américain serait difficile d'accès pour ces produits ou serait totalement fermé. Parce que quand Donald Trump menace de pratiquer des taux de douaniers de presque 40%, pour beaucoup de filières européennes, cela veut dire que le marché américain est totalement et hermétiquement fermé. Donc il faut trouver d'autres partenaires, d'autres marchés. L'annonce de cet accord a été perçue sur le plan médiatique, sur le plan symbolique, sur le plan géostratégique, comme une volonté de l'Union européenne de sortir un petit peu de ce tête-à-tête étouffant avec l'Amérique et de multiplier un petit peu les partenariats sur un plan global et sur un plan international. Aujourd'hui, on parle de l'Inde, demain, on va parler de la Chine ou d'autres, on va parler des pays du BRICS. Donc, il y a cette démarche de l'Union européenne de ne pas subir le diktat de Donald Trump et de l'administration américaine. Mais au niveau des conséquences, on ne les sent pas encore, tant au niveau du marché, au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des filières agricoles ou industrielles, on ne le sait pas, on ne les sent pas encore, comme on ne sent pas encore les effets du Mercosur. Donc on parle de beaucoup que certaines filières vont souffrir, notamment la filière du bœuf, la filière de certains agriculteurs, mais pour le moment, on en est au premier stade de l'application. Donc, il n'y a pas encore eu de réaction. Il y a bien sûr des colères
des gens en colère qui sortent parce qu'ils se sentent menacés, ils sentent leur production et leur devenir, leur destin menacé par l'arrivée de produits de l'extérieur. Mais à part cette filière-là, on ne sent pas la société européenne en ébullition parce qu'il y a un accord avec l'Inde ou avec le Mercosur. Alors, justement, pour revenir un peu à cette relation maroco-européenne, l'agenda diplomatique des deux parlements s'aligne-t-il plus sur ces questions-là, Abdelmejid El-Fassi? Est-ce que c'est la question économique aujourd'hui qui prime dans les discussions avec vos homologues européens? J'aimerais juste revenir sur un point que je considère comme étant essentiel. Allez-y. C'est la présence personnelle du ministre des Affaires étrangères, M. Nassar Bourita. Oui. Elle n'est pas anodine. On sait qu'en diplomatie, le niveau de représentation et le choix du moment sont toujours porteurs de sens. Et donc, le fait que le ministre en personne soit présent à ce conseil d'association est un signal politique fort. Ça veut dire que le Maroc est venu parler directement, clairement, sans intermédiaire pour réaffirmer sa vision. Et donc, ce que je veux vraiment qu'on retienne et qu'on saisisse, c'est qu'on est dans une phase de clarification politique. Le Maroc aujourd'hui est un partenaire fiable, engagé, mais c'est aussi un État souverain qui a des lignes rouges non négociables. Au premier rang desquels, bien entendu, la souveraineté nationale et territoriale. Donc le chef de la diplomatie, quand il va lui-même et il se déplace, c'est ce message qu'il veut envoyer à toutes les institutions européennes. Alors évidemment, au fil des années, les travaux de l'Union européenne se sont beaucoup technicisés, mais il ne faut jamais oublier que derrière ces sujets techniques, il y a toujours des enjeux politique majeure. Oui, mais derrière, vous avez indirectement répondu à ma question, parce que finalement, est-ce que vous parlez que d'économie? Est-ce qu'aujourd'hui, l'économie ne prend-elle pas le lead, j'ai envie de dire, par rapport, vous avez parlé tout à l'heure de vous, je pense que c'était vous aussi, Moutayeb, que c'était un débat aussi d'idéologie, que ce Parlement européen, de par sa nature, il y a beaucoup d'appartenances politiques et idéologiques et de courants de pensée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cet aspect économique fait qu'on va quand même penser plus à l'intérêt qu'aux idéaux? Non, en fait, les différentes rencontres que nous avons portent également sur les sujets économiques, évidemment, parce que nous voulons aussi le développement de nos peuples respectifs, européens et africains. Oui. Et donc, bien sûr, tous les projets qui peuvent créer de la richesse pour nos pays, on en parle. Qu'est-ce qui compte le plus pour les parlementaires européens? Je reformule ma question. Est-ce que c'est l'immigration? Est-ce que ce sont les sujets économiques? Est-ce que c'est la question du climat? Est-ce que c'est la question de l'égalité des genres? Quel est aujourd'hui le sujet que vous sentez à l'issue des différentes rencontres qui pèsent sur les discussions? Pour qu'on comprenne aussi leur perspective à travers votre Alors ça dépend des députés que l'on rencontre. Oui, ceux qui viennent de gauche ou d'extrême gauche vont plus vous parler de genre et de thématiques qui sont habituellement liées à la gauche. Quand vous rencontrez des députés européens de la famille élargie de droite, ils vont plus vous parler projet, investissement. Donc ça dépend des députés européens que l'on rencontre. Très bien. Alors, Mustapha Tossa, je vois que vous avez des engagements, que vous devez donc nous quitter. Je voudrais vous remercier à nouveau d'avoir apporté votre éclairage et votre complément d'information à ce débat. Je peux rajouter un petit mot? Avec un mot de la fin. Juste pour commenter l'imbrication du politique et de l'économique dans la relation Maroc-Union européenne. Et il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, quand il dit quand on veut traiter et faire des affaires avec des amis, il faut que ces amis portent un regard bienveillant, un regard politique sur les intérêts du Maroc. Donc ces deux messages, ces deux postures, particulièrement avec l'Union européenne, sont extrêmement et totalement imbriquées. Et on ne peut pas faire le distinguo entre ce qui est économique et ce qui est politique. Très bien. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Je vous libère, Mustapha Tossa. Merci. C'est moi. On va continuer justement sur cette discussion avec vous, Ali Moutayeb.
Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la distinction à l'avenir de ces relations? Qu'est-ce qui fera l'avenir des relations entre le Maroc et l'Union européenne? C'est une excellente question. Il y a plusieurs sujets par rapport. Je pense que le Maroc, on l'a évoqué, est un partenaire justement au sud de la Méditerranée, l'un des plus fiables, qui fait partie du pacte euro-méditerranéen sur plusieurs sujets. On voit qu'on a parlé tout à l'heure de la dynamique marocaine de manière générale et de projection par rapport à sa région en termes de captation des investissements. Monsieur le député a parlé justement de la question du développement, du co-développement par rapport à nos populations respectives. Donc il y a plusieurs sujets en fait d'échange. On est voisins directs, et on est même voisins très proches, et ça se traduit par des projets en fait très concrets, y compris sur le plan sportif, même si c'est sur une grille de lecture sportive et on parle de diplomatie sportive. Oui. La Coupe du Monde 2030 est un projet euro-africain ou euro-méditerranéen, et très symbolique, voilà, entre justement le Royaume du Maroc et ses voisins ibères. Donc je pense qu'à l'avenir, au-delà effectivement, je l'espère, après la clôture définitive du dossier de notre question souveraine, notre question nationale, voir quels sont les éléments de projection sur différentes grilles de lecture. Il y a la question industrielle. Le Maroc est engagé justement sur des projets très importants au niveau de son développement, de sa base d'écosystème industriel, sur plusieurs plans, y compris sur l'industrie de la défense. Est-ce qu'on est intégré dans ces chaînes de valeur aujourd'hui européennes, dans ces industries lourdes? Ça serait justement de s'intégrer de plus en plus, à l'image on va dire, je prends cet exemple parce que c'est toute proportion gardée encore une fois, mais c'est juste qu'il y a une projection de pays, on va dire, pont entre deux continents. Je pense notamment à la Turquie qui a développé depuis plusieurs années, qui a bien profité de ce partenariat européen pour booster ses exportations, pour développer son écosystème industriel, pour intégrer... Pour l'industrie lourde. Lourde, tout à fait, par rapport à l'intégration dans ces chaînes de valeur mondiales. On va dire qu'aujourd'hui, le Maroc a tous les atouts en termes de ressources naturelles, en termes de développement de projets, en termes énergétiques. Et il s'agirait d'appuyer encore plus et d'engager un peu plus ces relations, notamment avec nos voisins, pour défendre nos intérêts avant tout. Et puis, du côté européen également, de trouver, d'échanger sur cette convergence d'intérêts. Je vais répondre à la question peut-être sans que vous soit posée, mais peut-être qu'elle vient après, mais vous anticipez. On a commencé l'émission avec l'anticipation, donc allez-y. Non, mais par rapport aux questions, je pense que par rapport au Parlement européen, effectivement, il y a différents courants. La gauche va plus penser au sociétal, la droite plus aux questions d'investissement et aux questions d'immigration et de sécurité. Mais après, au niveau de la Commission européenne, finalement, c'est elle qui a le dernier mot, et par rapport aux grandes orientations stratégiques, il s'agirait de voir quelles sont, par rapport à sa position aujourd'hui, on revient encore une fois, c'est-à-dire sa position entre les États-Unis d'Amérique, d'un côté, la Russie de l'autre, par rapport à ses intérêts, quels sont les points de convergence pour essayer, dans un monde de plus en plus instable, avoir cette stabilité au sud de la Méditerranée, et justement comment on va avoir cette convergence de politique entre nous deux. Voilà. Exactement, et c'est ce genre de réunion, de rencontre. Je rappelle donc que demain, Inch'Allah, c'est la 15e réunion du Conseil d'association Maroc-UE, qui sera coprésidée par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, et par notre ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Et donc, et bien sûr la Commission européenne qui sera aussi représentée par le commissaire à la Méditerranée. Cette session va quand même poser un nouveau jalon dans cette relation Maroc-UE. Et j'aimerais bien aussi revenir, c'est-à-dire que le Maroc d'il y a 10 ou 20 ans, ce n'est pas le Maroc d'aujourd'hui. Et comment, parce que vous m'avez tendu la perche encore une fois à moi, comment vous pensez que, à travers cette réunion de demain, une nouvelle page va encore s'ouvrir sur ce partenariat qui dure depuis cet accord d'association qui a déjà 26 ans aujourd'hui? Oui, moi je pense que demain, il y aura une redéfinition qui est profonde du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, même si elle n'est pas toujours formulée de manière explicite dans des communiqués. Mais je pense que ça sera une redéfinition profonde
Le Maroc, comme on a dit tout à l'heure, est devenu un acteur géostratégique qui est central pour l'Europe, à la fois en Méditerranée, en Afrique et dans l'espace atlantique. Et donc, je pense que le Maroc n'est plus seulement un bénéficiaire de programmes européens, mais un partenaire de sécurité, et bien sûr qui est un acteur clé dans la transition énergétique, un point d'ancrage pour la stabilité régionale et un relais stratégique vers l'Afrique. Et donc, cela implique une relation qui soit fondée non plus sur l'asymétrie, je reviens sur ce point qui est très important, mais sur la co-responsabilité et l'égalité de considération. Je le redis, on ne peut pas d'un côté qualifier le Maroc de partenaire stratégique et de l'autre entretenir des ambiguïtés ou des contradictions sur des questions qui pour nous sont essentielles, notamment celles liées à la souveraineté et à l'intégrité territoriale. C'est ce que vous dites aux députés, vous leur dites comme ça, c'est vraiment, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça que vous passez aussi le message. C'est le message que vous portez en tant que vous parliez des Marocains résidant à l'étranger comme ambassadeur aussi. Écoutez, du Maroc lors de vos rencontres avec vos homologues européens. Je pense que nous n'avons pas besoin de le dire aux députés, ils sont convaincus. Et tous puis, bien sûr. Et puis Sa Majesté, dans de nombreux discours, porte aussi ce même message. Et donc tous les députés défendent les mêmes points de vue. Et donc tout ça pour dire que la crédibilité de ce partenariat entre le Maroc et l'Union européenne, elle se mesure aussi à partir et à travers de la clarté politique et du respect des constantes nationales. Et cette réunion, je disais tout à l'heure 26 ans, je l'ai rajeuni. Il a 30 ans cet accord d'association UE-Maroc qui a été signé en 1996 mais sans montrer en vigueur. C'était en 2000. C'est l'occasion aussi de dresser le bilan. Et j'aimerais bien entendre ce que vous avez à dire sur l'importance de cette réunion qui se tient demain à Bruxelles, de cette 15e réunion de la commission mixte Maroc-UE, avec la présence, comme l'a très justement évoqué Abdelmajid Fassi, la présence de Nassef Bourita à cette réunion et le message envoyé à travers cette réunion. Je pense, et on va appuyer dessus, effectivement, comme l'a très bien souligné M. Fassi, la présence pas que symbolique, mais importante au plus haut niveau de M. Nassef Bourita, ministre des Affaires étrangères du Royaume, va en quelque sorte, je pense, appuyer l'ouverture, peut-être, on ne va pas dire d'une nouvelle page, mais d'un nouveau cycle. Je pense que c'est symbolique en plus que cet accord d'association ait 30 ans. Oui. C'est peut-être par rapport à tout ce qui a été justement partagé entre les deux parties depuis plusieurs années, que ce soit sur le volet des accords de libre-échange économique, mais aussi les échanges politiques, les couacs diplomatiques qu'il y a eu. C'est peut-être, et notamment à l'aube, on a parlé tout à l'heure de changement de posture, de victoire diplomatique du Maroc et de position qui est de plus en plus appuyée au niveau de sa région, ouvrir une nouvelle page et un nouveau cycle par rapport à de nouveaux dossiers pour entériner, peut-être, on va dire, rééquilibrer, encore une fois, cette question de posture entre les deux parties pour toute échelle gardée, mais quand même, dans ces discussions, parler d'égal à égal et surtout parler justement sur des dossiers communs où les deux parties, on ne va pas revenir sur tous les sujets, il y a le dossier politique, bien entendu, qui doit être entériné, notamment de notre côté. Mais croyez-moi, du côté de l'Union européenne également, et par rapport à la situation et au diagnostic géopolitique qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a intérêt justement à se poser au niveau des tables de négociation et ouvrir la page justement sur un peu les contours de ce nouveau partenariat stratégique entre les deux sur différents volets. M. Fassi a évoqué tous ces volets, le sportif, le culturel, l'économique, mais y compris sur le volet politique. Appréhender justement par rapport à ce changement de paradigme mondial, quel rôle les deux parties peuvent assurer justement pour contribuer à une certaine stabilité. J'aimerais insister aussi également sur un point, il ne faut plus que l'Union européenne, ce qui était le cas, il faut le dire, je ne vais pas utiliser de langue de bois parce que je peux me permettre, parce que je n'ai pas de position officielle, depuis plusieurs années, nous voit uniquement comme un partenaire, le gendarme qui s'occupe de questions notamment migratoires. The Wall. Exactement. Pour ne pas faire de rapprochement. Tout à fait. Ou pour les fans de politique fiction qui aiment les séries, on ne va pas l'évoquer, de Game of Thrones. Donc, ne voit plus effectivement que comme
ce genre de partenaire, mais comme un partenaire d'égal à égal, à part entière, sur différents dossiers. Et le Maroc n'a encore aujourd'hui, à l'aube de cela, plus rien à prouver sur les questions industrielles, sur les questions d'organisation sportive, sur les échanges culturels, et y compris sur les dossiers économiques. Oui, Voilà. et je l'évoquais tout à l'heure, comme un groupe industriel français comme Safran, qui va fabriquer des moteurs d'avions, sur le sol. fabriquer les pièces et les monter ici au Maroc avec de l'expertise marocaine, avec des ingénieurs, des filles et des jeunes hommes ingénieurs marocains. Ça renvoie vraiment ce message-là de Nouveau Maroc. Ce n'est pas le Maroc d'il y a 10 ou 20 ans, ce n'est pas le Maroc qui a signé cet accord d'association en 1996. C'est un nouveau Maroc avec de nouvelles ambitions. Juste un dernier point aussi, Ali Moutaïb. Je suis restée un peu sur ma faim, sur les impacts indirects ou directs d'ailleurs sur le Maroc après la signature de cet ALE avec l'Inde. Ça mérite une émission à part entière. Tout à fait. Parce que, mais est-ce que nos industriels devraient s'inquiéter? Est-ce que nos exportateurs pourraient s'inquiéter? Je pense que nos industriels, nos entreprises, tout l'écosystème s'inquiéter, doivent gérer ce risque, tout comme la question de la taxe carbone, qui mériterait elle aussi une émission à part entière, doivent anticiper les risques. Il y aura des impacts, il faut voir aussi, difficile peut-être à évaluer tout de suite, mais on le verra, mais l'Inde, en termes d'écosystème industriel, en termes pharmaceutiques, en termes notamment de la question du textile, je pense que les entreprises marocaines, mais aussi dans le pourtour méditerranéen, égyptiennes et turques, doivent un peu s'inquiéter, notamment sur la question du textile, de voir quel impact ça aura, notamment sur les produits. Mais en même temps, c'est là où il y a du travail à faire, en termes d'anticipation, d'études des normes, d'analyse stratégique et de lobbying, notamment au niveau de Bruxelles et autres, de voir comment on peut exploiter cette opportunité. Est-ce qu'on peut avoir un cadre, on va dire une coopération triangulaire, justement, et profiter du fait que nous sommes moins impactés que l'Inde sur cette question de taxe carbone et peut-être faire de la coopération. On sait que l'Inde, à travers notamment l'entreprise Tata, investit déjà au Maroc sur les questions d'industrie de défense, mais sur d'autres sujets. Ça peut créer des opportunités, mais sur d'autres pans de l'économie, c'est le jeu de la mondialisation, bien sûr qu'il y aura un impact. Je pense là à chaud aux entreprises de textile, qui est un secteur qui est déjà beaucoup impacté au niveau national. Notamment par la Turquie, déjà avant qu'il y ait l'ALE avec l'Inde. Doivent se préparer par rapport à cela. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être des méthodes, ça fait partie de cette diplomatie parlementaire, et d'influence des méthodes pour défendre aussi les intérêts de nos entreprises. Abdelmajid Fassi, un mot de la fin. C'est bien, si Ali, vous faites toutes les transitions pour Khadija, oui, absolument. Vous êtes un invité modèle. C'est gentil. Vous également, Abdelmajid Fassi. Moi, je pense que dans le même sens que ce qu'a dit Ali, on est dans une phase de transition. Le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne est en train de passer d'une logique de voisinage à une logique de partenariat géopolitique structurant. Et cette redéfinition, je pense, pour être durable, elle doit être assumée des deux côtés, avec une vision commune, un langage de vérité et une reconnaissance mutuelle des intérêts vitaux de chacun. Alors ce conseil d'association de demain, il doit redevenir un véritable moteur politique et qu'il soit capable d'impulser une vision commune, d'anticiper les crises aussi, c'est important, et puis donner un sens stratégique au partenariat au-delà de la gestion technocratique des dossiers. Merci beaucoup, Abdelmajid Fassi. Donc, je rappelle que vous êtes membre de la commission parlementaire Miss Maroc UE, également vice-président de la Chambre des représentants, représentant aussi un parti de la majorité, parti de l'Istiqlal. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi, Ali Moutaïb. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Merci. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.